Bon, bonjour tout le monde. Vous êtes 22, 21 ou 22. Bon, il y a des gens qui sont... si quelqu'un m'entend, est-ce qu'il peut me répondre sur est-ce que vous avez cours avant 9h10? Bonjour, monsieur. Non, 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 monsieur. Non, il n'y a pas eu de cours? Non. non. Bon, donc ça veut dire que les gens qui ne sont pas là, ils sont en train de dormir encore. Ouais. Oui. Conclusion toute simple. Bon, c'est pas grave, on va commencer parce que sinon on va être en retard. Déjà, il est 9h10 passé. Donc aujourd'hui, donc la semaine dernière, on avait parlé de terminologie scientifique en particulier. Aujourd'hui, on va parler des communications avant de commencer vraiment l'expression écrite et orale par la suite qui va prendre tout le reste du temps. Donc, l'importance des communications. Donc, normalement, historiquement, la communication depuis la naissance des êtres vivants, depuis qu'on a pris conscience que les êtres vivants sont des communautés qui vivent ensemble, etc., ils sont obligés de communiquer. Tout simplement pour que nous avons besoin de communiquer. Et historiquement, la communication se faisait par la parole. Et de plus en plus par le dessin, par les arts, etc. Toujours est-il qu'elle est permanente. Et le mot communication, il vient du latin communicare, qui signifie, le sens latin du mot, signifie on met en commun quelque chose, on partage quelque chose. Et donc, c'est devenu, le leitmotiv, c'est devenu partager et transmettre. Donc, si vous suivez un séminaire de communication, c'est souvent les deux mots qu'on va vous dire, c'est il faut partager et transmettre. Ça veut dire communiquer. Et donc, vous pouvez imaginer la communication dans toutes les étapes de votre vie. Que vous soyez chez vous, avec votre famille, ou avec votre mari, ou votre femme, ou vos enfants. Vous êtes encore jeune pour avoir tout ça, mais enfin, ça va venir certainement. Et donc, vous imaginez la communication que vous avez avec vos parents actuellement, si vous vivez avec vos parents, ou si vous êtes étudiant, vous n'habitez pas à Alger, donc vous êtes obligé de venir vous installer à Alger, loin de vos parents. Vous communiquez avec vos parents via le téléphone, via les outils sociaux actuels, etc. Donc, la communication est un besoin aussi important, aussi vital que respirer. Si vous prenez une personne que vous l'isolez complètement, elle n'a aucune communication avec personne, eh ben, elle va devenir folle par rapport à la notion de folie que nous connaissons maintenant. Ça veut dire un comportement compréhensif par les autres. Un comportement qui n'est pas compréhensif par les autres, on traite les gens de fous, d'ennemis, etc. Et c'est une tension qui va vers la violence. Les communications peuvent être non construites. C'est-à-dire, les communications non construites, mais elles sont voulues, mais non construites dans le sens où elles ne sont pas verbalisées, elles ne sont pas rédigées. Donc, c'est l'interface qu'on donne aux autres. Quand une fille le matin pour aller travailler ou pour aller étudier ou je ne sais quoi, elle va s'habiller, elle va choisir ses habits. C'est vrai aussi pour l'homme, mais la femme, elle, en plus, elle va se maquiller. Et un garçon, il va peut-être mettre du gel sur les cheveux, je ne sais pas. En tout cas, il a une manière d'être. Cette manière d'être, c'est une communication non construite. Pourquoi on le fait? Souvent, on dit qu'on le fait parce que ça nous plaît à nous. Mais si vous vivez tout seul, isolé, dans une île déserte, etc., ça m'étonnerait que vous allez vous maquiller pour les filles le matin. Et ça dépend, par exemple, si vous allez vous coiffer vraiment. Pour les garçons, c'est pareil. Est-ce qu'ils vont vraiment se peigner leurs cheveux? Et donc, c'est un aspect de la communication non construite, l'interface qu'on donne aux autres. Si quelqu'un s'habille avec des habits religieux, ça veut dire qu'il communique au reste de la société qu'il va croiser, qu'il connaisse les personnes ou pas, il leur communique une information.
Comme quoi, moi, je suis croyant, ça dépend de la religion de la personne en question, mais en tout cas, il affirme quelque chose. Il affirme des valeurs qu'il porte en lui, qui est, moi, je suis croyant, j'ai peur de Dieu, je fais, je fais ce qu'il faut pour être un bon religieux, etc. Donc, tout ça, c'est de la communication, les attitudes des gens, l'habillement des gens, le savoir-être des gens, c'est de la communication. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, quand vous allez, quand vous aurez vos diplômes, vous allez à un entretien d'embauche, vous allez choisir vos amis. Vous allez choisir comment vous allez vous coiffer. Si vous négligez ça, ça veut dire que vous donnez une mauvaise image de vous, peut-être, à celui qui peut vous embaucher. Donc, ça veut dire que vous devez faire attention à la communication non construite, parce qu'elle est importante, parce qu'elle fait partie de la communication non exprimée, de ce que vous voulez montrer, quelle est l'image que vous voulez de vous, bien sûr, aux autres, et donc vous communiquez avec les autres. Et ensuite, il y a la communication construite qui, elle est formalisée. En quelque sorte, il y a des règles, et on applique des règles. Et les règles, c'est des règles privées, par exemple, dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que vous n'allez pas à la cuisine manger avec vos parents en étant complètement déshabillé ou en étant mal habillé, etc. Il y a des règles à l'intérieur de la famille. Ça peut changer d'une famille à une autre, bien sûr. Mais il y a des règles. C'est une communication construite par la culture ou par l'éducation des parents vis-à-vis de leurs enfants, par exemple. Dans la vie professionnelle, la communication est également construite. C'est-à-dire, quand vous arrivez au bureau, les gens qui travaillent, ils arrivent au bureau, ils commencent par dire bonjour à tout le monde, etc. Moi, allez pointer s'il faut pointer, voir avec le responsable, votre responsable direct, que vous êtes bien là. En tout cas, je veux dire que s'il y a jamais une tension entre la personne et son responsable, il faut bien que le responsable sache que la personne est venue à l'heure qu'il faut, qu'elle n'a pas de retard, etc., etc. Et ensuite, la communication construite scientifique, c'est pareil, c'est là où on est en train d'étudier ou en train de disséminer le savoir. C'est-à-dire quand vous êtes enseignant ou vous êtes étudiant, mais vous avez un projet à exposer, etc., vous faites de la communication par votre habillement, donc non construit, mais aussi construit parce que vous allez expliquer quelque chose ou rédiger quelque chose et le donner à la personne qui vous entoure. Donc, la communication, en fait, c'est la liaison entre les humains, de manière générale. Qu'elle soit construite ou pas, c'est une relation entre humains pour partager des intérêts communs, pour faire en sorte que, on vit dans une société, il faut qu'on prenne notre espace ou notre rôle complètement dans cette société. Bien sûr, il y a toujours des cas exceptionnels. Les gens qui veulent montrer à la société qu'ils ne sont pas comme les autres et qui essayent de montrer leurs différences, c'est des mouvements de mode qui sont parfois exagérés. Et l'exagération fait partie aussi de la personnalité des gens. Par exemple, je ne sais pas, des gens qui se coiffent d'une manière vraiment choquante ou qui se teignent les cheveux avec des couleurs vives ou je ne sais pas quoi, c'est des choses qui ne sont pas habituelles. Et il y a des gens qui vous jugent sur ça. Donc, il y a une communication, même si elle est négative, c'est une communication. Je vais me teindre les cheveux en vert ou en orange plus haut, et je vais dans la rue, je suis persuadé que la moitié des gens que je croise vont me regarder, vont regarder mes cheveux. Et il y a des personnes qui aiment bien qu'on les regarde. Et donc, elles vont vers le sens de provoquer un petit peu le discours habituel. Mais n'empêche que c'est une communication et c'est une liaison entre humains. Parfois, c'est des mauvaises liaisons parce que des gens vous jugent. Malheureusement, ils vous jugent sur votre attitude, alors qu'ils ne devraient pas s'occuper de ça. Tant que vous ne faites mal à personne, normalement, ça ne doit pas choquer les gens. Mais l'humanité est faite comme ça et c'est comme ça, quoi. Ça, c'est الشيخ لا فوا تاعك يتقطع. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que le réseau n'est pas fiable.
Quand le matin, les gens ils travaillent pas encore, non? تقطع بزاف ولا تقطع شويه برك؟ انا عندي ما راهوش يتقطع انت ملي. راك في الجي سنتر انت. لا لا، فولت فايت المهم. ملي بديت شيخ ما تقطعتليش شغل، لا ما غلطش المشكل من عنده. واش كارتي الجي سنتر ولا بعيد؟ شراقه. شراكه، دونك سي بيان سيرفي شراكه. نورمالمون هي لا فيبر اوبتيك عندكم en principe. ولا راك تستعمل في التليفون؟ لا لا، هذه يسال. لا دي اس ال برك. مهم. Bon, je sais pas si je dois interrompre. Bon, je vais continuer, je vais essayer de parler un peu plus lentement et si quelqu'un n'arrive pas à m'entendre pendant plus d'une minute, il faut qu'il me le dise, quoi, que je répète. Et donc, sur le plan professionnel, la communication construite sert à servir la stratégie d'entreprise. La communication construite, ça veut dire qu'on fait des rapports, on va dans des salons commerciaux ou industriels pour expliquer ce que la société fait. On est en train de servir, on est en train de travailler pour l'entreprise et donc on sert à sa stratégie. L'entreprise, elle a une stratégie de communication vis-à-vis de l'environnement qui l'entoure. D'accord? Donc, une entreprise, c'est une coalition interne avec son chef, sa hiérarchie, ses techniciens, ses travailleurs, etc. Tout ça, on appelle ça une coalition interne. Il y a la coalition externe, c'est le public, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, les services publics, les collectivités locales. Et tout ça, c'est la coalition externe. C'est ce qu'on appelle l'environnement de l'entreprise. Et donc, servir la stratégie de l'entreprise ou l'administration, si vous êtes dans une administration, ça permet de supporter ou exposer la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire pour donner une image positive de l'entreprise, soit en interne parce qu'il y a des réunions internes à l'entreprise, soit à l'extérieur, avec la coalition extérieure, avec le monde extérieur, via les salons, les séminaires, les colloques, les portes ouvertes, etc., etc. Et donc, sur le plan scientifique, donc vous avez les 3 points. Le premier, c'est plutôt privé, privé dans le sens où ce n'est pas professionnel, etc. Le deuxième, c'est pour tout ce qui est professionnel. Et le troisième, c'est ce qui vous concerne en tant qu'étudiant, c'est la communication pour valoriser ses résultats. Vous faites un travail, on vous demande de faire un travail, on vous donne normalement un sujet que vous devez traiter. Le sujet, vous allez l'étudier pendant 1 heure ou plusieurs jours, ou je ne sais pas. Et ensuite, vous allez proposer des résultats. Et ces résultats, vous allez les valoriser dans le sens où vous allez les exposer à des gens qui vont vous juger ou vous rétribuer. Vous rétribuer, c'est-à-dire vous payer dans le sens de l'entreprise, ou bien vous mettre une bonne note, ou avoir juste une bonne idée de vous. On dit, ah, cet étudiant-là, il est très bien parce qu'il fait le travail comme il faut, même s'il a quelques lacunes, etc. C'est une valorisation. Vous avez fait un travail, la valorisation peut s'exprimer soit par l'argent dans l'entreprise, soit par le fait qu'on pense du bien de vous dans le monde privé, dans l'espace privé. Et dans l'espace scientifique, c'est souvent une note ou une appréciation de l'encadrant ou de l'enseignant, etc. Donc, c'est la communication, les différents types de communication dans l'espace privé, professionnel et scientifique. Maintenant, pour savoir communiquer, le savoir communiquer va permettre un certain nombre de points que je vous cite là-dessus. Savoir communiquer est vital. Est vital, c'est-à-dire que c'est vraiment très important. C'est presque, c'est la vie qui en dépend. Quand on dit vital, ça veut dire que c'est presque un truc qui est très, très important au sens de la préservation de la vie, carrément. Pour dire que c'est vraiment important. Pour accéder au succès, on ne peut pas accéder au succès en étant le succès professionnel ou privé, etc. Hein, c'est le succès de manière générale. Accéder au succès, c'est pour savoir, quand on sait communiquer, on peut accéder au succès de manière beaucoup plus facile ou plus aisée. D'accord ?
Le succès, ça consiste à dire, eh ben, mes parents m'apprécient, si vous êtes encore jeune, etc. Mes parents m'apprécient, mes petits frères, mes petites sœurs m'apprécient aussi parce que je sais leur parler, je ne leur crie pas dessus, je ne les tape pas, etc., etc. Donc, dans le domaine, dans l'espace privé. Mais le succès peut aller dans l'entreprise, dans le travail d'étudiants, de scientifiques, etc. C'est la même chose. Savoir communiquer, ça apporte toujours, ça mène toujours vers le succès. Il faut vraiment faire le contraire, pour choquer les gens, pour ne pas accéder au succès. Donc, c'est vraiment fondamental dans votre vie de tous les jours. Je ne parle pas que dans l'espace professionnel. Et donc, en plus, quand vous savez communiquer, votre vie sociale s'améliore. Les relations avec les amis, les relations dans la famille, proche ou lointaine. Et je veux dire, si vous avez une tante qui habite au sud, eh ben, vous la voyez une fois par an, eh ben, le fait de bien savoir communiquer, de l'appeler de temps en temps pour lui dire comment elle va, etc., ça améliore les relations sociales et ça donne une bonne appréciation de vous par les personnes avec lesquelles vous communiquez. Mais pour faire ça, il faut savoir être humble. L'humilité, ça veut dire ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire ne pas être gonflé par l'ego, c'est-à-dire de se croire supérieur aux autres, etc. L'humilité, c'est le contraire de ça. C'est de dire je suis humble dans le sens où je ne me prends pas pour quelqu'un de supérieur aux autres. Je suis comme tout le monde. Je peux peut-être plus de connaissances que vous, mais je ne vais pas exposer ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, l'humilité, c'est de garder les pieds sur terre et de respecter les autres et ne pas leur faire sentir que vous êtes supérieur à eux. D'accord? Donc, c'est un moyen de se comporter qui facilite beaucoup le savoir communiquer. Ça conforte la vie personnelle, votre vie personnelle, votre vie de famille, votre vie amoureuse aussi. Si vous savez parler, vous saurez maintenir une vie personnelle agréable, une vie intime agréable avec votre futur mari ou votre future épouse, etc., ou votre connaissance, ou juste pour l'amitié. Ce n'est pas forcément des relations amoureuses, c'est juste pour l'amitié. L'amitié, c'est beaucoup plus important que l'amour parce que dans l'amitié, on n'attend rien de l'autre. On lui donne quelque chose et on n'attend rien. Quand il s'agit de relations amoureuses, c'est égoïste parce qu'on donne aux autres, mais on attend quelque chose en retour. Donc, deux aspects différents de la vie. Donc, l'amitié est plus exigeante que la relation amoureuse. Ensuite, quand vous savez communiquer, vous allez avoir de plus en plus d'assurance dans ce que vous dites, dans la manière dont vous le dites. Vous avez tous remarqué, quand vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, vous le voyez tout de suite. Il n'est pas sûr de lui, il va hésiter, il ne va pas être franc directement, il contourne les problèmes, etc. Et quand vous savez communiquer, vous allez aller droit au but. Vous expliquez les choses de manière simple et vous êtes naturel. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui sait communiquer et quelqu'un qui ne sait pas communiquer. Une bonne partie du travail d'étudiant que vous faites dépend de votre savoir communiquer. Si vous ne savez pas communiquer, vous aurez plus de difficultés. Et la timidité est une des difficultés. Si vous êtes timide, ça veut dire que vous manquez d'assurance. La timidité, c'est un vrai manque d'assurance. Ah, qu'est-ce que vont penser les gens de moi? Si je dis quelque chose, si c'est une bêtise, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et ça, c'est bloquant. Dans votre esprit, quand vous êtes timide, vous allez tout de suite être bloqué parce que vous n'osez pas. Par exemple, si vous devez faire un exposé en anglais et que vous ne maîtrisez pas du tout l'anglais ou le français ou une autre langue, eh bien, vous allez hésiter, vous n'allez pas utiliser les bons mots, vous n'allez pas être naturel. Alors que normalement, même si vous ne maîtrisez pas la langue, vous pouvez essayer de parler le plus calmement possible et le plus simplement possible en cherchant vos mots. Des fois, vous ne connaissez pas le mot, vous le dites dans la langue que vous maîtrisez, vous le dites en arabe et puis il y a quelqu'un qui va vous dire le mot en français, vous êtes en train d'apprendre en même temps, etc. Donc, il faut absolument lutter contre la timidité parce que c'est un frein au savoir communiquer.
Ensuite, ça vous apporte de l'équilibre parce que vous êtes, quand vous faites un travail de communication qui a atteint son but, c'est-à-dire que vous sentez que les gens qui vous ont écouté ou avec qui vous avez communiqué, ils sont convaincus par ce que vous dites, vous gagnez en équilibre. C'est-à-dire que vous êtes un peu satisfait de vous-même. Vous dites, ah ben, cette discussion-là, c'est vrai que j'en suis content parce que j'ai l'impression que tout le monde a bien compris. Tout le monde a été positif ou en tout cas a eu une attitude positive. Et donc, c'est un gain au sens de l'équilibre du terme. Et ensuite, quand vous devez négocier, la négociation, c'est dans tous les domaines de la vie. Vous négociez un prix parce que vous voulez acheter quelque chose. Vous négociez un travail à la maison. Vous dites à votre petit frère, eh ben, écoute, si tu ne peux pas m'aider, tu fais la vaisselle aujourd'hui, je la ferai demain à ta place, etc. C'est une négociation. Et donc, quand vous savez communiquer, vous arrivez à convaincre pour essayer d'avoir une relation de négociation simple et efficace. Je veux dire que si vous savez communiquer, les gens ne vont pas douter de ce que vous dites. Vous le dites, mais naturellement et de manière claire, etc. Et puis, ça peut bien se passer si on sait communiquer. Si on ne sait pas communiquer, ça va tout de suite tourner au vinaigre, c'est-à-dire ça va devenir une lutte, en quelque sorte, une lutte pour dire ah ben, ma sœur, elle m'a dit ça la semaine dernière, elle m'a menti, donc il me remet en cause votre point de vue, etc. Et la négociation devient difficile. Ensuite, le savoir communiquer permet d'apaiser les antagonismes. Les antagonismes, c'est quand on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur quelque chose sans que ce soit très grave. Ça s'appelle de l'antagonisme parce qu'on a des positions différentes. Vous avez une position différente de celui qui vous écoute. Eh bien, ça s'appelle un antagonisme. Si vous savez parler, si vous savez communiquer, eh bien, vous pouvez diminuer l'antagonisme. Je veux dire, oui, tu crois le contraire de ce que je dis, mais si tu prends ton idée, mais tu la mets dans tel environnement, tu vas voir que ce n'est pas si loin de ce que je pense moi, etc. Et ça s'appelle la gestion des antagonismes ou des conflits. Les conflits, c'est quand ça devient très grave, on vient se battre ou c'est des problèmes de crise politique, par exemple, entre les États, etc. Cette partie-là, ça concerne essentiellement les diplomates. Les diplomates, ils ne font que ça. Gérer les antagonismes entre pays, entre responsables dans des pays différents, gérer des conflits, des fois des conflits qui deviennent armés carrément entre certains pays. Donc c'est une partie de niveau très élevé pour la gestion des conflits. Il y a même des spécialistes de la gestion des conflits. Et normalement, en psychologie, pour les études de psychologie, on vous apprend à comment garder la tête froide pour gérer des conflits potentiels qui peuvent... Vous avez une discussion animée qui peut devenir violente et donc le fait de savoir parler, de savoir communiquer, vous allez apaiser, vous allez diminuer la tension en parlant à l'un et l'autre pour leur dire vous pensez des choses différentes, mais en réalité, vous pouvez discuter sur les parties sur lesquelles vous êtes d'accord et ensuite vous verrez pour les choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, etc. Bref. En fait, pour la bonne communication, eh bien, il faut que vous soyez naturel, ou la communication elle-même, il faut qu'elle doit être naturelle. Naturelle, ça veut dire qu'on ne cherche pas, midi, comme on dit, midi à 14h, on cherche quelque chose de très compliqué. Par exemple, si quelqu'un vous demande d'aller à l'aéroport d'Alger, et vous allez commencer à lui dire tu vas dans cette direction, au 4e feu, tu tournes à gauche, etc. Il suffit de lui dire de suivre les plaques. À partir de cette direction, vous suivez les plaques, ou alors vous laissez votre voiture et vous allez prendre le tramway, et puis vous allez arriver à l'aéroport, etc. Donc, je veux dire, être naturel, c'est expliquer les choses de manière simple, tout en étant confiant de ce qu'on dit. On est sûr de ce qu'on dit. Et je reviens encore sur l'humilité. Il faut être humble de tout temps, quel que soit l'endroit où vous êtes ou le sujet sur lequel vous travaillez, vous devez être humble. Et ensuite, on peut se poser naturellement la question, est-ce que savoir
communiquer, est-ce qu'on peut l'apprendre ou est-ce qu'il est inné? Inné, ça veut dire qu'on est né avec ça. Ça veut dire que la personne est née en ayant ce don-là de savoir communiquer. Ou alors, monsieur, oui, pardon monsieur, s'il vous plaît تقدر تقول لهم بلي كيطفوا لي ميكروفون تاعهم باسكو ما نعرفش نسمعوا فيك مليح. ah d'accord, d'accord. آه. S'il vous plaît, donc il y a une annonce pour tout le monde de couper vos micros parce que ça gêne certains auditeurs. Certains de vos collègues sont gênés par le fait que les micros sont allumés. Monsieur, sinon t'as couper les micros. Comment? Sinon t'as تقدر couper les micros. Je voudrais que eux ils puissent ouvrir les micros quand ils ont besoin de parler. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire moi-même. D'accord. Merci beaucoup monsieur. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être raisonnable et responsable surtout, et coupez vos micros. Vous ouvrez votre micro quand vous avez besoin de parler. Ça aidera tout le monde. Monsieur, Oui. c'est quoi la différence du coup entre la communication construite et non construite? La communication non construite, c'est celle qui, si jamais ça se coupe, vous recommencez, vous rentrez dans le même truc avec le même mot de passe, etc. Hein, d'accord? La communication non construite, c'est la communication généralement de l'attitude, le savoir-être, c'est-à-dire comment vous êtes. C'est-à-dire que quand vous vous habillez le matin, ce n'est pas innocent. Vous choisissez le chemisier blanc parce que vous avez vos raisons. Et ces raisons, c'est parce que le chemisier que vous allez mettre, les gens vont le voir. Ou en tout cas le foulard ou je ne sais pas, ou les chaussures ou les baskets que vous allez mettre, c'est parce que vous vous sentez bien, mais aussi ils vous jugent par ça. La manière dont vous marchez dans la rue, c'est une communication non construite. C'est-à-dire que vous avez choisi d'être comme ça et les gens vous jugent par rapport à ce que vous mettez. Et donc, vous voyez bien que, si je prends le cas des filles où c'est flagrant, notamment en Algérie, une fille, en fonction de la manière dont elle circule dans la rue, eh ben, il y a des gens qui la respectent, il y en a d'autres qui la respectent. Je ne parle pas des voyous, hein, je parle juste des gens normaux. Je parle des gens normaux. Donc, les gens normaux, si vous commencez à mettre des trucs vraiment qui choquent la vie de tous les jours, les coutumes, eh ben, les gens vous jugent sur ça. Même si vous êtes gentil, vous êtes normal, etc., mais vous vous habillez avec des trucs qui choquent les gens parce que ce n'est pas habituel. Vous mettez un truc, par exemple, moi j'ai vu des gens mettre des t-shirts avec des trucs chrétiens alors qu'ils sont dans un pays musulman. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des chrétiens, c'est pas ça. Mais j'ai vu quelqu'un mettre un t-shirt avec l'étoile de David. J'ai vu des gens mettre des habits ou des sacs avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel, la marque Marcel, Little Marcel, c'est une marque pour les homosexuels. Il y a des gens qui mettent ça sans le savoir. Et donc, ça veut dire que c'est une communication non construite, et parce que la personne ne le sait pas, ou parce qu'elle le sait, elle le fait volontairement, et les gens qui sont derrière, qui connaissent ces symboles-là, vont juger cette personne-là. Vous comprenez ce que c'est une non construite? Oui, ça y est, j'ai compris. Oui, merci. Et les construites, c'est ce que vous construisez objectivement et volontairement. C'est-à-dire votre discours, vos écrits, votre attitude dans la rue, etc. Vous pouvez la construire vous-même. Alors, les compétences en communication, c'est un des piliers de la relation des relations de toutes les natures, quelles que soient les… Merci, monsieur. Je vous en prie. Quel que soit l'espace dans lequel on se trouve, c'est toujours un pilier important. La facilitation pour plus tard, pour vous, quand vous allez travailler, les compétences en communication, ça facilite la gestion des affaires de manière générale. Si vous êtes responsable technico-commercial, vous pouvez très bien avoir un diplôme d'informatique ou de maths et vous manque de travail, vous pouvez être technico-commercial, c'est-à-dire que vous connaissez l'aspect technique, mais vous faites du commerce pour l'entreprise.
Et ça veut dire que vous allez faire une gestion de portefeuille, une gestion des affaires. Et quand vous savez communiquer, la compétence en communication vous permettra de convaincre les gens d'adhérer à l'entreprise ou d'acheter les produits de l'entreprise ou de participer à la vie de l'entreprise, etc. Les relations sociales, tout ça, c'est un résumé de ce que j'ai dit auparavant. On a de meilleures relations avec les autres et des relations privées. Les relations privées, pour moi, personnellement, c'est un jugement de valeur que je donne. Pour moi, personnellement, la vie privée est beaucoup plus importante que la vie professionnelle. Même si la vie privée, elle ne peut être vécue qu'en la subventionnant par le travail professionnel. Le travail professionnel nous aide à gagner notre vie, etc. Mais dans le poids, par exemple, je fais mon travail pour gagner ma vie, mais je donne plus d'importance à ma famille, parce que c'est l'essentiel, le socle de l'humanité, c'est la société la primaire, c'est la société familiale, c'est le groupe, la cellule familiale. C'est un peu les racines de la personne. Vos racines, c'est vos parents, vos frères et sœurs, votre grand-père, votre grand-mère, etc. C'est ça vos racines. Et donc, c'est ça le plus important pour vous, c'est ça, bien sûr, mais vous vous sentez plus à l'aise. Vous ne pouvez pas vivre que dans la famille, vous êtes obligé de vivre à l'extérieur, de créer vous-même votre propre famille plus tard. Et donc, c'est aussi important la vie à l'extérieur de la famille. Mais vous créez une nouvelle famille. Et le travail, la profession, c'est un moyen de gagner sa vie. Et bien sûr, dans le travail, on peut prospérer, on peut évoluer, etc. Parce qu'on aime bien faire son travail. C'est une satisfaction qui est un peu différente. Une satisfaction de bien faire un travail, de progresser, de bien gagner sa vie, etc. Donc, il y a des relations sociales dans la société de manière générale. Les relations privées sont de meilleures relations. Donc. Et les échanges scientifiques, on peut les équilibrer grâce au savoir, grâce à la compétence en communication. Moi, j'ai assisté à des réunions internationales où j'avais en face de moi quelqu'un qui me parlait d'informatique et je pensais qu'il était dans le métier d'informatique. En fait, c'était un prof d'anglais. Et comme le colloque se passait en anglais et ça se passait aux Pays-Bas, je crois. Et j'étais bluffé parce qu'il maîtrisait bien l'informatique alors que c'était juste prof d'anglais. Parce qu'ils l'ont envoyé en tant que prof d'anglais pour venir exposer ses trucs, etc. Ça veut dire que le savoir parler, le savoir communiquer, des fois, il est trompeur par rapport à ce qu'on peut imaginer de la personne. Et ensuite, on peut acquérir de manière progressive des compétences un peu plus pointues, qui sont la gestion de conflits dont je parlais tout à l'heure. Ça s'apprend, hein, il y a des méthodologies, etc. C'est des comportements psychosociaux qui vous permettent de comprendre la psychologie des gens pour savoir comment faire pour que ça ne dérape pas, pour que ça ne devienne pas violent, etc. Et puis l'amélioration du charisme. Le charisme, c'est savoir convaincre. Par exemple, les métiers où on a besoin de charisme, c'est les métiers où des leaders politiques, des leaders syndicaux, des responsables de syndicats, des responsables d'associations, des responsables religieux, etc. Je veux dire, ils ne sont bons que s'ils ont du charisme, c'est-à-dire ils doivent savoir parler et en plus savoir convaincre. C'est-à-dire trouver les bons mots pour convaincre les gens. En toute objectivité, hein, je ne parle pas de ceux qui ne font que répéter des choses qu'elles ont apprises sans leur donner un corps, sans leur donner une substance à l'intérieur. Et puis, on peut apprendre la recherche des consensus qui est en relation avec la gestion des conflits. La recherche de consensus, c'est de dire rapprocher les points de vue. C'est-à-dire, vous avez deux personnes qui ne s'entendent pas, on essaie de faire rapprocher leurs points de vue pour que le conflit ou l'antagonisme disparaisse. Dans la vie professionnelle, vous commencerez par l'entretien d'embauche. Lorsque vous aurez votre diplôme, vous allez chercher du travail, vous allez répondre à des annonces ou vous allez faire des demandes comme ça, juste sans avoir d'annonce, quoi. Vous tentez votre chance en envoyant un courrier. Eh bien, vous allez peut-être obtenir un entretien d'embauche. Et l'entretien d'embauche, c'est là où votre savoir communiquer va vous aider.
à convaincre la personne qui peut vous embaucher qu'elle a intérêt à vous embaucher parce que vous êtes une bonne affaire pour son entreprise. D'accord? C'est savoir communiquer, c'est ça veut dire bien parler du sujet, bien expliquer, montrer que vous êtes équilibré, que votre discours est cohérent et de tous les sujets que vous aborderez avec la personne qui veut vous embaucher, tous les sujets, il faut que vous donniez l'impression que vous les maîtrisez vraiment. Même si vous ne les maîtrisez pas vraiment, vous devez montrer que vous les maîtrisez. D'accord. Donc, c'est ça le savoir communiquer. Et donc, ensuite, dans la vie professionnelle, vous allez progressivement apprendre à communiquer, une fois que vous êtes embauché, apprendre à communiquer avec les collègues. Vous allez travailler dans des équipes, chacun aura son rôle, mais quand on parle d'une équipe au sens professionnel, l'équipe est composée de membres et ces membres-là doivent communiquer entre eux. Et c'est une relation d'influence entre les membres. Donc, cette équipe-là, elle prend des résolutions globales, mais parce que chacun des membres donne son point de vue, etc. Et c'est une négociation entre les membres, en quelque sorte. Même si ce n'est pas une vraie négociation au sens commercial, c'est une négociation pour, par exemple, dans quelle direction on doit faire le développement? Est-ce qu'il faut développer le marketing ou est-ce qu'il faut développer l'aspect commercial proprement? زعما ما جاش. مازال. يا ودي شيخ هادي كتكلم الكالم. الكالم. والله جبت تصرا واحد الحاجه هكا زعما ما فهمتش شنو الطنيجه راه ولا الكوزين قلقوني. بداو يوجدوا اسمع تدخل وهذا شكون ثاني عباس وراك يا شيخ. يجي عليك على بالك. دخل يقول بونجور مسيو. هكاك قريب يا خالد. C'est qui l'artiste? ارتيست. C'est qui l'artiste qui fait de la musique là? او يدير l'harmonica شيخ. C'est l'harmonica. هو فمو بصح. ما يعطيك الصحة. لازم تديروا لنا ان جروب دو ميوزيك. ماشي كاع مشكل. Non, mais il faut créer un groupe pour travailler ensemble. Vous allez travailler ensemble pendant 3 ans, au moins, voire 5 ans. Autant créer un groupe de musique ou là, un truc comme ça. C'est intéressant. Allez, donc يقولوا هذيك هي. Ça vaut le coup. Hein. Je veux bien participer avec vous d'ailleurs. صوتك كنز. خلاص يا خالد خلاص c'est bon. On va continuer sur la communication. Hein, parce que il reste 20 minutes. Hein. Ouais. Alors, la communication scientifique permet de... vous êtes en plein dedans parce que vous êtes en train
train de faire des études scientifiques. Donc, vous allez être en plein dedans jusqu'à ce que vous sortiez de l'université. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez jusqu'au doctorat et vous allez rester dans le domaine scientifique, etc. Vous pouvez rester, bien sûr, dans le domaine scientifique, même en entreprise. Après un bac plus 5, vous êtes obligé de continuer à faire de la science, même si certains emplois de bac plus 5, de niveau ingénieur, vous risquez de changer de métier parce que par la force des choses, hein, il y a bien des super scientifiques qui font des métiers complètement différents de ce qu'ils ont fait comme études, parce qu'ils savent communiquer justement, ou parce qu'il y a un autre sujet qui les intéresse, etc. Donc, un scientifique, il est obligatoirement communicant. S'il n'est pas communicant, il ne peut pas être scientifique. Un scientifique, il est obligé de communiquer la science. Le but de la science, c'est de... Essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. Il faut couper vos micros pour que tout le monde entende, parce que c'est vrai qu'il y a un bruit de fond, là. Donc, dans la vie d'un scientifique, la communication est importante parce que quand on trouve des résultats scientifiques, on est obligé d'informer le reste du monde scientifique pour dire, voilà, on a trouvé, etc. Et ça, c'est apporté à notre crédit sur Google Scholar, etc. Ou sur l'évolution du scientifique à l'intérieur de son administration, son université. Donc, il faut communiquer. Donc, un scientifique qui ne communique pas ne peut pas évoluer. Ensuite, il faut avoir de la perspicacité, parce que dans les sciences, il n'y a rien d'écrit avant l'heure. C'est vous qui écrivez votre histoire scientifique. Et donc, vous avez des choix à faire, vous avez des orientations à faire, et ces orientations, en fait, vous ne savez pas si elles vont aboutir vraiment. C'est votre expérience qui fait que vous allez sentir qu'il faut aller dans tel sens pour le développement de telle activité, etc. Et donc, c'est juste une histoire de conviction. On est convaincu que si on va chercher dans cette direction-là, on va trouver. Imaginez les biologistes qui cherchent des vaccins. De quelle manière? Il y a des labos qui ont trouvé des vaccins, il y en a d'autres qui n'ont pas trouvé. D'accord? Et donc, ça veut dire bien que les scientifiques qui travaillent en biologie dans les centres de recherche de vaccins, eh bien, ils font des choix scientifiques et certains n'aboutissent pas, d'autres aboutissent, mais pas tous. Et donc, il faut être perspicace, c'est-à-dire juger quelle est la bonne direction à prendre du point de vue scientifique pour aboutir à un résultat utilisable ou exploitable. Et ensuite, il faut faire son autocritique. C'est le domaine où on est obligé de se reposer la question. Est-ce que j'ai bien fait ce que j'ai fait? Est-ce que je n'aurais pas dû choisir autre chose? Est-ce que je n'aurais pas dû modifier ma méthode, etc. Et ça, c'est permanent. Et ce serait bien que dans l'entreprise, ça se fasse aussi comme ça. Est-ce que quelqu'un peut couper son micro, là? Est-ce qu'il y a une radio, je ne sais pas quoi, qui parle, là? يا شيخ طفي تاع اسمها زقار سارة شيخ هي لا يد الحس Zgar, ça. وي فيهم كاع شيخ. Bon, je vais voir. طفي شيخ ما مسامح والله العظيم. Je vais essayer de faire ça. Voilà. تزيد تسعل يا ربي تزيد تسعل Les parties, يعني واثقه من نفسها قوي يعني. tous. Voilà, j'ai coupé. Peut-être ما يعرفوش يطفوا الميكرو. Bah, il suffit de couper dessus. Hein. Il suffit d'appliquer dessus. Je connais Zgar Sara. خلاص نطفوا لي ميكرو سي بون. Ben, je viens de les éteindre là. Donc, je vais reprendre comme elle. Donc, je disais que l'autocritique était quelque chose d'important dans l'espace scientifique, dans la communauté scientifique. L'autocritique est très importante pour l'évolution du domaine. D'abord, l'autocritique du comportement social, c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si moi, je suis responsable d'une équipe de recherche, tous les doctorants qui travaillent avec moi, il faudrait que
je me critique moi-même par rapport à mon comportement avec eux, le comportement social, parce qu'on est une petite société où vous avez un responsable et puis 4 ou 5 doctorants ou plus d'autres salariés. Il faudrait que je me repose toujours la question, est-ce que je me suis bien comporté avec les gens? Est-ce que je ne les ai pas blessés? Est-ce que je les ai encouragés comme il faut, etc., etc. Donc, je critique mon comportement, mais je critique aussi ma communication avec les autres. La communication pour dire, est-ce que j'ai bien communiqué ou est-ce que j'ai... par exemple, ça arrive souvent dans l'espace scientifique de recherche notamment, de prendre le café ou d'aller manger au resto ensemble. On décide comme ça de dire, allez, on va se payer une grosse bouffe quelque part. Et donc, on y va tous. Et puis, on discute. Forcément, les scientifiques qui sont dans un resto en train de manger, ils parlent de science. Ils parlent de science. Et c'est à bâton rompu. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de sous-chef. Tout le monde est au même niveau. Et là, peut-être qu'on devient plus familier et peut-être que la communication, elle peut être risquée ou on peut dire des choses qu'on regrettera après, etc. Donc, chaque membre du groupe, s'il n'y a pas que le chef, chaque membre du groupe doit toujours se poser la question, est-ce que je n'ai pas blessé quelqu'un parce que j'ai dit quelque chose, etc. Et ensuite, discuter des orientations scientifiques, des choix scientifiques. Est-ce que les choix scientifiques, par exemple, j'ai demandé à tel doctorant de creuser plutôt cette idée-là, alors que je suis moi-même pas convaincu qu'elle va aboutir à quelque chose, mais je veux en être sûr, donc je vais mettre quelqu'un là-dessus, et ce quelqu'un peut le prendre mal, de dire il m'a mis dans une voie de garage, alors que, etc. C'est-à-dire qu'on impose quelque chose à quelqu'un, il n'a pas envie de le faire, et on lui dit fais-le quand même. Dans les sociétés commerciales, ça existe tout le temps, ça marche tout le temps comme ça. Ce n'est pas l'état d'âme du salarié qui va faire la différence, on lui dit fais ça, il doit le faire, et point. Dans l'espace scientifique, ce n'est pas vrai. Il faut faire attention aux personnes. Parce que si on les blesse, elles sont peut-être foutues pour la recherche. Et donc, il faut vraiment faire les choses avec des pincettes en faisant attention à ce qu'on dit. Et ensuite, la communication scientifique doit être vulgarisée. Vulgarisée, ça veut dire, vous savez que la recherche scientifique, c'est des trucs compliqués. Une personne de n'importe quel niveau ne peut pas comprendre tout ça. Le but du scientifique, c'est justement de se mettre au niveau des gens qui ne sont pas spécialistes pour qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et ce n'est pas facile à faire. C'est de dire, je vulgarise. Ça veut dire, je vais utiliser des paraboles, des explications un peu simples pour expliquer un processus complexe, pour que la personne en face comprenne. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça arrive souvent que quelqu'un qui va vous expliquer comment fonctionnent des maladies comme le cancer ou je ne sais pas quoi, il ne peut pas vous expliquer en termes scientifiques parce qu'on ne va rien comprendre. Donc, il va utiliser des mots très simples pour expliquer comment ça se passe. Et normalement, la majorité des gens comprennent quand on arrive à vulgariser. Donc, je répète que ce n'est pas facile à faire. Et donc, on peut faire la vulgarisation en interne, c'est-à-dire dans les équipes de recherche ou les équipes d'enseignement, notamment pour la pédagogie. Pour ce qui vous concerne, vous, c'est la pédagogie. Or, à Alger 1, ça n'existe pas. À Alger 1, il n'y a pas de groupe pédagogique qui discute toutes les semaines ou tous les 15 jours pour dire est-ce que telle section a bien avancé sur tel domaine, est-ce qu'ils savent faire telle chose, est-ce qu'ils savent faire les boucles ou pas, les boucles littératives, non littératives, je ne sais quoi. Tout ça n'existe pas. Chaque enseignant, il fait ce qu'il veut dans son section et point. Il n'y a pas de participation. Et ça n'existe pas normalement dans les universités. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Normalement, tous les responsables ou tous les enseignants qui participent à un domaine, si je prends le cas de l'algo parce que c'est le plus important pour vous, eh bien, normalement, il y a un responsable pédagogique ou 2 responsables pédagogiques qui doivent parler ensemble, qui doivent réunir tous les enseignants qui travaillent dans ce domaine-là pour faire un état d'avancement, pour dire, dans tel groupe, de telle section, j'ai des difficultés parce qu'il y a quelqu'un qui perturbe le groupe, il n'arrive pas à avancer, ça fait du bruit, il vient en retard, etc. Et donc, l'étudiant est convoqué pour lui dire, tu arrêtes, sinon on le change de section ou on le change de groupe, ou voire on le met à pied carrément. Et ceux qui n'arrivent pas à comprendre, il faut qu'ils
qui se viennent en délégation voir le responsable du module pour lui expliquer qu'il y a des difficultés de compréhension, etc. Et quand il y a des difficultés de compréhension, c'est très, très rarement la faute de l'étudiant. C'est parce que l'étudiant, soit il n'a pas les capacités pour comprendre, auquel cas, normalement, il ne devrait pas être là ou il ne devrait pas avoir le bac, mais s'il a le diplôme nécessaire, il faut l'aider, il faut lui faire du soutien. Trouver un enseignant qui veut bien faire des heures en plus particulières pour que 4 ou 5 étudiants ou 10 étudiants pour leur expliquer ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre dans le groupe normal. Donc, ça s'appelle de la vulgarisation, que ce soit en pédagogie, en recherche scientifique, etc. Et ensuite, dans la communication scientifique, il y a les relations publiques. Les relations publiques, c'est discuter avec ses pairs. Par exemple, je suis prof en intelligence artificielle, je vais faire des séminaires ou des réunions informelles avec des collègues des États-Unis, du Japon, d'Algérie, du Maroc, je ne sais quoi, des réunions Zoom ou d'autres outils pour discuter d'une thématique particulière, un problème ouvert international, et on essaie de trouver une réponse à ce problème ouvert, et on fait une réunion, et on se critique les uns les autres pour dire « Ah oui, toi, tu as pris tel chemin de recherche, telle orientation, ça risque d'être trop compliqué pour trouver une solution viable, etc. etc. » Et donc, on discute avec nos pairs et avec les collègues en local. De dire, j'expose le problème en local, et c'est des filtres en quelque sorte. Et quand je veux vulgariser la problématique, je m'adresse au grand public. Au grand public, je fais des séminaires, par exemple, pour que les chercheurs viennent écouter mon séminaire, mais aussi les étudiants de master, que là, j'appelle grand public, parce qu'ils ne sont pas encore dans la recherche, ils sont en train d'entamer des études peut-être orientées recherche, mais ils ne sont pas encore... ils aspirent à devenir doctorants, par exemple. Donc, bien communiquer, on connaît ça sous le mot de tribun. Un tribun, ça vient de tribune. Un tribun, c'est quelque chose qui arrive à convaincre les masses. Donc, c'est des hommes politiques, par exemple. Les avocats sont des tribuns. Être tribun, il y a des gens qui sont doués pour ça, c'est-à-dire qu'ils savent parler aux gens. Ils utilisent des mots simples, sans avoir fait d'études particulières. Ils savent utiliser des mots simples, convaincre les gens, entraîner des gens, etc. C'est comme ça qu'il y a des révolutions, c'est comme ça qu'il y a des mouvements de société, etc. Mais ça s'apprend également. Par exemple, un avocat, il apprend à parler. Un avocat, un élève avocat, il va faire des simulations de discours devant des juges, du grand public ou d'autres avocats, ou je sais, n'importe qui est intéressé par ça, ils viennent, ils essayent de juger, généralement ils prennent une ancienne histoire qui a été jugée et puis ils la rejugent en virtuel, c'est-à-dire virtuellement, ils la rejugent pour voir si les avocats prennent des arguments cohérents qui permettent de défendre les clients, etc. etc. Et c'est de l'apprentissage pour convaincre les gens, pour avoir un peu de charisme, etc. Les hommes politiques aussi, en général, c'est des bons tribuns. Mais il y en a qui sont mauvais. Il y en a qui sont mauvais. Quand ils sont mauvais, ça veut dire qu'on ne les croit pas ou alors ils n'ont pas du tout de charisme, etc. Et donc, les partis de ces hommes politiques, généralement, ils se cassent la gueule, tout simplement. Etc. Il y a aussi au niveau des syndicats, au niveau de tout type d'associations, etc. Notamment l'association de musique que vous allez créer pour faire de l'harmonica. Ensuite, vous avez tous les apprentissages possibles, c'est pour apprendre à s'autocontrôler soi-même, de dire, pour m'autocontrôler, il faut que je gomme mes défauts. Les défauts, c'est comment je me comporte, quelle est mon attitude quand je parle aux gens, ou bien la manière, quand c'est de la rédaction, est-ce que j'utilise des phrases compliquées ou pas compliquées, etc. C'est ça, c'est l'attitude un peu. Et ensuite, pour s'autocontrôler, il faut écouter. Il faut écouter les gens.
Parce que quand on ne veut pas écouter les gens, ça veut dire qu'on a l'impression d'être sûr de ce qu'on dit, c'est-à-dire ce qu'on dit est une vérité, alors que c'est une vérité que pour soi-même. Ce sera une vérité quand les autres vont croire aussi que c'est une vérité. Et là, ça devient une vérité sociale. Ce n'est pas une vérité divine, quoi. C'est une vérité de la société et qui va changer avec le temps, etc. Et puis l'humilité dont j'ai parlé auparavant. Ensuite, bien communiquer, il faut respecter les gens qui vous écoutent ou les gens à qui on s'adresse. Je parle souvent d'écouter ou de parler, mais ça peut être de l'écrit également, hein. On peut expliquer la même chose, mais par rapport à l'écrit. Donc, respecter l'auditoire, c'est que les gens qui vous écoutent, ils ont l'impression que vous les respectez. C'est-à-dire que vous ne vous asseyez pas en face d'eux en étant complètement avachi sur la chaise, les pieds sur la table, c'est encore pire, ou vous êtes mal habillé, c'est-à-dire que vous n'avez pas les habits adéquats par rapport à l'image que vous voulez donner, etc. C'est le respect de l'auditoire. Et ensuite, quand vous expliquez quelque chose, il faut vous mettre au niveau de l'auditoire pour que l'auditoire comprenne. Mais de toute façon, toutes les communications, c'est un échange. Même s'il y a une personne qui parle plus que les autres, c'est un échange normalement. Et le cours que je suis en train de faire avec vous, normalement, ça aurait dû être un échange, mais malheureusement, on ne peut pas le faire en présentiel, parce qu'en présentiel, peut-être que je vais m'attarder sur certains points, parce que je vois que dans l'amphi, les gens ils font un peu de bruit, parce que soit ils n'ont pas compris quelque chose, ils n'osent pas poser la question, ou des choses comme ça. Et ça, on le sent quand on les voit. Maintenant, là, je ne vois pas ce que vous faites, ni comment vous percevez le discours que je vous tiens. Et donc, je fais pour le mieux, en essayant de ne pas être trop compliqué. Je ne dis pas que je ne suis pas compliqué, mais c'est possible que je sois compliqué et que certains d'entre vous ne comprennent pas tout ce que je veux dire ou qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à ce que je dis. C'est humain, hein, c'est humain. Mais j'essaie de vous convaincre que apprendre à bien communiquer ne peut que vous apporter des choses positives, absolument positives. Donc, respecter l'auditoire, ensuite exprimer de l'empathie. L'empathie, c'est un peu comme la sympathie, c'est on a une bonne opinion de la personne. D'accord? Quand on a une bonne opinion de la personne, ça se ressent. Parce on est calme, parce qu'on essaie d'exprimer une idée, la personne, elle écoute, etc. Donc, ça veut dire que j'essaie de diffuser de l'empathie pour que les gens comprennent que je suis là pour leur bien et non pas pour mon bien personnel ou pour autre chose. Ensuite, pour bien communiquer, il faut maîtriser la langue et le sens des mots. Maîtriser la langue, ça veut dire que vous ne devez utiliser que les mots que vous connaissez vraiment. Et s'il y a des mots qui choquent, il y a des fois des auditoires qui ne vont pas vous dire quelque chose alors qu'ils pensent le contraire. Et ça, c'est mauvais. Ça veut dire qu'il faudrait que quand vous exposez quelque chose, vous regardez l'auditoire à laquelle vous vous adressez, et en fonction de son comportement, vous devez savoir lire ou comprendre que ce que vous avez dit est passé ou pas passé. Et ça vient avec l'expérience, bien sûr. Mais vous devez toujours essayer d'utiliser les mots que vous maîtrisez vraiment. Et puis, apprendre la langue, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de mettre le temps qu'il faut et d'avoir la volonté de le faire. Parce que maîtriser des langues, c'est toujours un plus aussi, quelle que soit la langue. Et ensuite, il faut s'appuyer, quand vous faites un discours, vous devez vous appuyer sur la culture du public qui vous écoute. Leur culture, ne pas les choquer, par exemple, utiliser les coutumes. Les coutumes dans tel pays ou telle ville ou telle région, ils ont coutume de faire tel truc. Eh bien, on essaye de se rapprocher de cette culture-là pour faire passer le message de la communication qu'on est en train de faire pour que ça se passe bien. D'accord? Si vous avez vu un peu des trucs d'histoire, quand avant la chute du mur de Berlin, quand il y avait la guerre froide entre l'URSS et le monde occidental dans les États-Unis, le président Kennedy, quand il a été à Berlin, il a fait un discours sur le mur de Berlin. Et puis, il a fait un grand discours pour dire qu'il faut réunifier les deux Allemagnes, etc. La guerre, elle a fait du mal à tout le monde. Et après, il leur a parlé, il a dit une phrase en allemand.
Et il a dit « Je suis berlinois » en allemand. Et donc ça a plu beaucoup aux gens. Je veux dire, il a essayé d'utiliser la culture locale pour faire passer son message. Et donc, les Allemands, depuis l'époque de Kennedy, ils pensent que Kennedy, c'est un des meilleurs présidents des États-Unis. D'accord. Juste parce qu'il avait mis une phrase en allemand à une époque où il y avait la guerre et l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest se faisaient la guerre psychologique, des services de sécurité, etc., etc. Donc ensuite, pour bien communiquer, il faut éviter d'insulter ou d'injurier, c'est-à-dire l'injure, c'est un peu en dessous de l'insulte. L'insulte, c'est trop gros. L'injure, c'est, par exemple, de dire à quelqu'un, ah, ce que tu dis, c'est des mensonges. Ça, c'est une injure. C'est-à-dire que vous ne le croyez pas et vous lui dites en face que ah, bah, il dit des conneries, en quelque sorte, quoi, si je peux utiliser le terme familier. L'injure, c'est en dessous. Et ensuite, l'insulte, c'est plus grave. Là, on insulte carrément, on parle de sa famille ou on essaie de blesser la personne, mais blesser gravement la personne. Et ensuite, le mépris, c'est de dire bah, je te montre que je suis supérieur à toi, que tu es moins que rien, tu es un epsilon, tu n'es rien du tout. Ça veut dire que on méprise les gens. On les prend pour moins que rien, on se prend pour quelqu'un de plus important et qu'eux, ils ne valent rien du tout. C'est discriminer les gens, quoi. L'agressivité, ne pas être agressif, de dire quand on me pose une question, il ne faut pas prendre là, même si la question est mal formulée ou pas bien formulée, qu'on la prenne pour une agression. Par exemple, on me pose la question, ça m'est arrivé d'avoir des étudiants qui me disaient « Ah, monsieur, tel truc, je n'ai pas compris ». Ils me le répètent ça 3 ou 4 fois. Je réponds avec d'autres mots et on me repose, la même personne me repose la même question. Wow! Qu'est-ce qui est? واحد تفشى. Hein? C'est encore quelqu'un qui est en train de s'amuser. Bon, la prochaine fois qu'il y a un bruit comme ça, je vais arrêter le cours, parce que déjà, on a dépassé l'horaire. Mais bon. Donc, éviter le mépris, l'agressivité, ne pas défier les gens, de dire ah, je te donnerai n'importe quoi pour te montrer que ce que tu dis est faux, c'est une bêtise, etc. Parce que vous ne croyez pas quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de le défier, de lui dire eh ben, tes croyances ou ta manière d'être, elle est nulle, etc., etc. Si je reprends l'attitude de tout à l'heure, je parlais de maquillage, de l'habillement, etc. C'est pas parce que quelqu'un passe devant moi avec habillé de façon qui me choque que je suis obligé de venir lui dire que tu es un nulard ou tu es un moins que rien ou que tu ne te compares pas bien, etc. Sinon, ça veut dire que je le méprise parce que je me prends pour quelqu'un de supérieur à lui. Donc, je n'ai pas d'humilité, je ne suis pas humble si je fais ça. Et éviter les jugements expéditifs de taxer les gens, de dire « Ah, celui-là, il a un t-shirt rose. Oh, merde, bon, pour moi, c'est quelqu'un de telle catégorie. » Ça s'appelle un jugement expéditif, c'est-à-dire il a suffi de quelque chose pour cataloguer la personne comme étant de tel type, ce qui est très mauvais. Là, pour apprendre, toujours pour apprendre, c'est savoir écouter. D'abord, écouter pour comprendre ce que disent les gens. J'ai remarqué, dans la plupart du temps, quand la communication ne se passe pas bien, on s'interrompt très facilement. Je veux dire, quelqu'un est en train de parler et puis on va le couper la parole sans demander à parler. On va lui couper la parole parce qu'il a dit 3 mots de la phrase et on a déjà compris ce qu'il veut dire. Ce qui est complètement faux parce qu'il peut avoir très bien mal compris lui aussi. Et donc, il prend la parole tout de suite, il coupe la parole à l'autre et il commence à dire « Ah, ça, etc. » Il s'en va sur une autre direction. Donc, ça veut dire que pour comprendre les gens, il faut d'abord les écouter et les laisser parler pour bien écouter ce qu'ils veulent et essayer d'extraire l'information principale de ce qu'ils disent. Une fois qu'on a la valeur de ce que disent les gens, on peut leur répondre. On peut prendre une réflexion et répondre. Par exemple, quand vous recevez un mail dans votre boîte, un mail incendiaire de quelqu'un que vous connaissez, que ce soit votre prof, votre collègue
ou quelqu'un, un membre de la famille, vous envoie un mail incendiaire pour vous dire ah oui, tel truc, tu l'as fait, tu ne marques rien, et je t'en veux, etc. Peut-être qu'il y aura des insultes ou des injures, etc. Et généralement, les gens, surtout les gens du bassin méditerranéen, hein, les méridionaux, ce qu'on appelle les méridionaux, qui habitent autour du bassin méditerranéen, ils réagissent très vite. On dit qu'ils ont le sang chaud. Ils réagissent très vite, alors qu'il ne faut jamais faire ça. Quand vous recevez un mail qui n'est pas convenable, qui vous gêne, ne répondez jamais tout de suite. Si ça vous blesse, ne répondez jamais tout de suite. Attendez un jour, ou quelques heures, ou un jour, ou une nuit, et répondez après. Une fois que vous avez la tête froide, pour dire pourquoi il m'a dit ça, comment je dois lui répondre de manière intelligente, soit pour apaiser les tensions, soit pour expliquer que ce que j'ai dit ne correspondait pas à ce que lui a cru, etc. Et donc, ça vous aide, comme on dit, la nuit porte conseil. Ce n'est pas la nuit qui porte conseil, c'est le temps que votre cerveau s'adapte à l'agression que vous avez jugée comme agression du mail ou du courrier que vous avez reçu. Si vous répondez tout de suite, ça risque de s'envenimer, ça va déraper à tous les coups. Donc, évitez de répondre sur le champ. Et les bagarres que vous avez dans la rue, souvent parce que les gens, ils sont très vifs. Quelqu'un dit quelque chose, on le comprend mal, ou en tout cas, on l'interprète de façon selon notre point de vue, et on réagit en fonction de notre point de vue sans se mettre en question de dire est-ce que j'ai bien écouté ce qu'il a dit, est-ce que, etc., etc. Et donc, ça, on en vient tout de suite à la bagarre, à la violence, etc. Et puis, ça va se terminer avec du sang, ce qui est très mauvais. Really, nigga? Comment? Oui? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon. Donc, la base de l'acquisition des compétences dans la communication, c'est écouter les autres. Écouter les autres, ça permet de comprendre ce qu'ils disent et de faire un échange fructifiant pour tous les deux, ou fructueux pour tous les deux. D'accord? Il faut d'abord s'approprier le discours qu'on a en face. Et historiquement, il y a des scientifiques de la communication qui ont évalué que quelqu'un, il ne retient ou il n'écoute que 25% du discours qu'il a en face. Il ne va pas avoir, parce que pendant que la personne parle, eh ben, nous, on essaie en même temps de réfléchir à ce qu'il dit pour essayer d'extraire l'information. Mais quand ça va très vite, le cerveau, il n'a pas le temps de s'adapter pour trouver les bonnes solutions. C'est avec le temps que le cerveau va comprendre ce qui est dit vraiment. Eh bien, des fois, le fait de ne pas écouter, c'est lié à la technologie actuelle. Je veux dire qu'il y a des gens qui viennent en cours, qui n'écoutent pas vraiment ce que je raconte. Je ne dis pas qu'il faut absolument qu'ils fassent ça, mais souvent, ils ont comme argument de dire eh bien, comme le cours, je vais l'avoir en PDF, eh bien, c'est tout, je vais le voir après. Ça s'appelle de la procrastination. Procrastination. Procrastiner, ça veut dire différer à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Au lieu d'écouter tout de suite, parce que le cours se passe maintenant, on se dit, eh bien, on va l'écouter plus tard, on va regarder le PDF plus tard et je vais comprendre. Eh bien, je ne pense pas que ça va suffire. Donc, ça veut dire que éviter la procrastination, éviter de procrastiner, ça veut dire écouter tout de suite, faire les choses tout de suite. Vous rentrez chez vous, vous deviez laver votre t-shirt, vous dites « Ah, ben, je suis fatigué, je vais le faire après. » Ou « J'ai un devoir à faire, je vais le faire après. » Par exemple, les enfants, ça arrive souvent. Les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils ne pensent pas à faire leur devoir tout de suite, sauf pour les parents exigeants. Donc, ils vont dire « Ah ben, je vais regarder encore une vidéo ou je vais regarder la série et après, je ferai mon devoir. » Et c'est très mauvais la procrastination parce qu'on diffère les problèmes plus tard au lieu de les résoudre tout de suite. Donc ça c'est un problème de nouvelles technologies qui permettent de revoir une vidéo, de revoir un PDF pour dire ben, je vais comprendre après. Et donc, l'écoute va permettre d'augmenter la capacité de concentration du cerveau qui est naturelle. Le cerveau, il a une certaine capacité de concentration et le cerveau, c'est un mécanisme très complexe qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et il faudrait apprendre au cerveau à récupérer sa capacité d'écoute. Par exemple,
si c'est un exercice que vous devez faire régulièrement, par exemple, pour forcer votre cerveau à se concentrer. Vous fermez les yeux, vous écoutez les bruits. Vous êtes chez vous, dans votre lit, vous êtes au café, à tabler, et ben vous fermez les yeux ou à mi-ouvert et vous essayez d'écouter l'environnement, ce qui se passe autour de vous. Et vous essayez de cataloguer une discussion entre deux personnes. Il y a une femme et avec sa fille qui s'engueulent, je ne sais pas, il y a un bus qui passe, etc. Et cet exercice-là va vous obliger à demander à votre cerveau de vous concentrer sur votre environnement. C'est l'écoute, c'est un problème d'écoute. Et ensuite, il y a 6 positions d'écoute principales. Je vais vous les passer rapidement parce que l'heure est passée. D'abord, il y a l'écoute critique et empathique. Elles sont opposées. Hein. À chaque fois, il y a... Really, nigga? Comment? Donc, il y a 6 positions d'écoute et par paire, et elles sont opposées. La critique, elle est opposée à l'empathique. La critique, c'est on écoute quelqu'un et on essaie d'analyser les faits qui sont en train d'être exprimés pendant qu'il parle. Ça veut dire qu'on va avoir les 25% calculés scientifiquement. Par exemple, une personne que vous connaissez, ou c'est un collègue ou un ami proche ou quelqu'un de la famille qui a acheté des nouvelles baskets et qui est en train de vous expliquer « ces baskets sont super, mon pied est bien dedans, c'est de belles couleurs, c'est de la marque Intel, etc. » Il essaie de vous vendre quelque chose que... Et vous, pendant qu'il est en train de raconter ce discours, parce que peut-être que votre point de vue n'est pas tout à fait le même que la personne qui vous explique. Et donc, vous êtes en train de dire oui, c'est vrai qu'il a l'air beau, mais la couleur ne me plaît pas beaucoup parce qu'elle est blanche et puis c'est salissant. Là, dans mon quartier, je risque de salir, donc c'est pas si intéressant que ça. Et puis, le prix, il est vraiment trop cher par rapport à ce que je pourrais avoir. Vous voyez, c'est une écoute critique. Vous écoutez tout en essayant de critiquer. La critique n'est pas forcément négative. Hein. Elle peut être opposée, mais enfin, c'est une critique. Ou quelqu'un qui vous dit écoute, j'ai acheté un nouveau téléphone mobile extraordinaire, un écran grand qui peut faire tel truc, les réseaux sociaux, c'est facile. Il vous montre quelque chose qui normalement devrait vous passionner. Et vous, en même temps, vous êtes en train de dire moi, j'ai le mien, je suis déjà satisfait de ce que j'ai. Celui-là, il a un écran trop grand. Moi, je vais courir dans la forêt tous les vendredis. J'ai une pochette pour le téléphone. Celui-là est trop grand, il ne rentre pas dans ma pochette. Vous pensez tout ça pendant le discours. Et vous êtes en train de faire une analyse critique du discours de ce qu'il vous raconte. C'est l'écoute critique. L'écoute empathique, c'est quand vous avez de la sympathie, vous manifestez de la sympathie pour la personne qui parle. Vous avez, même si elle parle de quelque chose qui ne vous intéresse pas tant que ça, mais comme vous aimez bien cette personne-là, vous avez envie de l'aider à bien exprimer, même si elle ne l'exprime pas bien, vous avez tendance à vouloir l'aider, à lui rajouter des mots positifs dans son discours, pendant qu'elle parle. Elle hésite sur un mot, vous lui rajoutez un mot, mais c'est toujours des mots positifs que vous rajoutez, etc. Et vous essayez en même temps de regarder son visage, quand c'est oral, hein, vous regardez son visage pour essayer d'analyser les émotions. Est-ce qu'elle tient vraiment à son discours, l'objet de son discours, quoi? Est-ce qu'elle tient vraiment, c'est important pour elle, etc., pour essayer de l'encourager. Vous utilisez vous écoutez comment elle manifeste, c'est-à-dire quelqu'un qui tremble un peu, qui utilise ses mains, qui est hargneux, qui parle vite, etc. Et donc, vous analysez tout ça pour essayer de l'aider. Et donc, cette position d'écoute empathique, elle va créer finalement une espèce de relation cordiale avec la personne, entre les deux personnes, la personne qui parle et celle qui écoute. Celle qui écoute est dans une position d'écoute empathique. La relation cordiale, si elle n'existait pas avant, ça veut dire que si les deux personnes qui se parlent ne se connaissent pas vraiment, elles se connaissent parce qu'elles sont dans le même groupe ou dans la même section, et puis elles n'ont jamais parlé entre elles, et puis vous vous croisez et là vous engagez une conversation, etc., et vous avez une position, ce qu'on appelle une position d'écoute empathique. Les deux autres positions, c'est réductive ou expansive. La réductive, elle est basée sur le stress, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vous explique quelque chose, et vous êtes en position d'écoute réductive pour dire « je veux savoir le
l'objet, le principal du discours. Je ne veux pas tout ce qui est autour. Vous voulez abréger le discours. Et c'est le cas, par exemple, dans les hôpitaux. Dans un hôpital où il y a un incendie, par exemple. Il y a un incendie, par exemple, il y a un pompier qui vient, il y a un incendie, le pompier essaie de comprendre où est-ce que c'est parti pour essayer de juguler l'incendie très vite. Donc, il pose la question à la voisine qui est en train de lui expliquer « Ah oui, je me suis levé ce matin, j'ai senti une odeur. » Il lui dit « Mais moi, j'ai besoin de savoir où est-ce que ça a commencé. Je n'ai pas besoin de savoir comment vous avez vu ça. » Etc. On a tendance à vouloir abréger parce qu'on a besoin d'aller à l'essentiel tout de suite. Dans une maternité, c'est pareil. La dame qui est en train d'accoucher, si la sage-femme est en train de lui dire qu'est-ce que vous sentez maintenant, elle est en train de lui dire ah ben hier j'ai senti que j'avais mal là, aujourd'hui j'ai mal de l'autre côté. Ça ne l'intéresse pas. Elle veut maintenant savoir tout de suite qu'est-ce qui se passe maintenant pour essayer d'opérer tout de suite, enfin de faire le travail tout de suite. C'est une position de stress, de grand stress. Donc on a une position d'écoute réductive. Elle est expansive quand on ne comprend pas ce que veut dire la personne, il n'y a pas d'urgence, et elle est expansive, donc on se met en position d'attente. En quelque sorte, la position d'écoute expansive veut dire on se met en attente, en attendant de comprendre vraiment ce que dit la personne, même si la personne qui parle est en train de tourner autour du pot, etc., etc. Et donc, mais on le fait avec empathie, parce qu'on n'a pas de raison de dire je vais réduire le discours, etc. Donc, on attend de manière simple, etc., jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment l'idée générale de la personne qui parle. Et ensuite, les deux autres positions que tout le monde connaît, c'est l'active et la passive. Salle de TD. Il y a votre enseignant qui vous explique quelque chose et vous écoutez de manière active parce que vous posez des questions, vous participez au TD. Il y a un camarade du groupe qui pose une question qui est très simple, qu'il n'aurait pas dû poser. Vous répondez à la place de l'enseignant, etc. Ça, c'est une position d'écoute active. L'écoute passive, c'est les étudiants, il y en a beaucoup qui quand on expose un exercice à faire, eh ben, ils attendent que le prof donne une solution. On n'écoute pas, on est fatigué, etc. Ça arrive souvent, c'est une posture négative, bien sûr, mais ça arrive souvent quand c'est pas forcément l'étudiant qui a une posture négative, mais ça peut être lié au fait que l'étudiant n'a pas... Si l'étudiant n'a pas dormi la veille, eh ben, il est forcément dans une position passive parce qu'il est tellement fatigué que son cerveau n'est pas suffisamment concentré pour avoir une position d'écoute active. Donc, une saturation, par exemple, il a passé sa nuit à réviser parce qu'il a un examen juste après le TD, et donc il est saturé, son cerveau, et donc il ne peut pas participer vraiment. Donc, il y a une attitude passive. Et donc, ça arrive régulièrement. Donc, je vais arrêter le cours ici. Normalement, vous l'avez eu en PDF, hein, c'est pour ceux qui se sont connectés. Il reste des explications sur Je reviendrai sur la communication d'entreprise après. Hein. D'accord? Donc, j'arrête là parce que vous êtes la section A, c'est ça? Exactement. Oui.
Ouais, donc, le prochain coup, peut-être que je reparlerai de ça. De Ok, merci. en fait. Je suis désolé, mais je dois arrêter parce que j'ai une autre section à faire. ماشي مشكل شيخ. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Et puis pensez à Merci. faire un groupe de musique. Hein. راك حاب تسمع الموسيقى؟ Ouais, t'es doué. T'es vraiment doué. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. La Oui. musique, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte du calme, ça apporte de penser à autre chose, de ne pas trop sérieux, etc. quoi. Donc, moi, je vous encourage vraiment à essayer de faire un groupe. Pourquoi pas un groupe de théâtre, un groupe de musique. C'est vraiment la culture, c'est important. ان شاء الله ان شاء الله. Ah, on va acheter les disques تاعك نتايا واخيرا, hein. Bon, je vous remercie beaucoup. Et puis, يعطيك الصحة شيخ. حفظك الشيخ. يعطيك على الصحة. سلامة. حفظك. Portez-vous ميرسي bien. بوكو مسيو. ميرسي Ouais. شيخ. Ouais, Salut.